Pour ceux qui ne me connaissent pas, Christophe Bex, député de la 7e circonscription de la Haute-Garonne. Et je tiens tout d'abord à remercier la municipalité de Venères qui a mis à disposition ce local, aux équipes techniques qui nous ont fourni le matériel. Et puis je tiens à remercier aussi les militants qui nous ont aidés à organiser cette réunion. Fanny, Loïc, qui travaillait avec moi au cabinet, qui ont travaillé, réfléchi à cette réunion avec moi. Je tiens à remercier Yves, Roselyne, Jeanne, qui ont distribué, collé Philippe, qui ont distribué, collé les flyers et les affiches qui permettent justement de faire connaître cette réunion. Donc tout ça, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est réunis à Venères pour ce débat citoyen sur la légalisation du cannabis. Donc l'idée, c'est aussi de vous faire participer en tant que public. Donc la première chose qu'on va vous demander de faire, c'est de vous exprimer collectivement. Et vous avez vu que sur votre chaise, il y avait un carton vert et un carton rouge. Donc je vais vous demander, on va vous demander de vous prononcer sur la légalisation du cannabis avec votre histoire, vos expériences, avec votre historique, avec vous. Là, au début de débat, si vous êtes pour ou contre, ou si vous vous abstenez. Il y a 3 choix. Donc je vais demander aux personnes qui sont contre la légalisation du cannabis, donc ceux qui sont contre vont brandir le carton rouge. Ceux qui seront pour brandiront le carton vert, et ceux qui vont s'abstenir par la suite brandiront les 2 cartons. Donc tout le monde a bien compris les règles du jeu. Donc ceux qui sont contre la légalisation du cannabis, vous pouvez brandir le carton rouge. Et là on va compter. Donc là, on a le temps, c'est bon? Ceux qui sont pour, il va falloir prendre un peu plus de temps pour compter. Parce que l'idée, c'est qu'on va faire le même vote à la fin de la réunion, à la fin du débat citoyen. Mais là, je ne m'attendais pas. Je ne m'attendais pas. Voilà, on va peut-être pas faire le débat, hein, si? Combien, c'est bon? 38. Et ceux qui s'abstiennent, ceux qui n'ont pas d'avis. Voilà. Ceux qui viennent justement pour avoir de l'information. Alors, pourquoi cette réunion? On m'a posé la question, en tant que député, pourquoi tu fais des réunions sur la légalisation du cannabis? Il y a bien d'autres sujets beaucoup plus importants qui impactent la vie au quotidien des gens, sans parler de la situation internationale, sans parler des lois qui ont été votées très récemment à l'Assemblée nationale. Eh bien pourquoi? Parce que déjà, je suis président du groupe d'études sur le cannabis à l'Assemblée nationale. À l'Assemblée nationale, il faut le savoir, il y a 80 groupes d'études. Ça touche à tout, la ruralité, l'agriculture. Et donc, on avait positionné, on s'était mis en candidature sur différents groupes d'études. Et j'ai été désigné comme pour avoir la présidence d'un groupe d'études. Qu'est-ce qu'un groupe d'études? C'est un groupe où on se réunit, c'est transpartisan, il y a des députés des 10 groupes. Et on travaille sur la thématique, là c'est le cannabis, et sur la légalisation. Et quand je me suis plongé dans cette thématique, je me suis aperçu qu'il y avait déjà beaucoup de travaux qui avaient été réalisés. Précédemment, il y avait une mission parlementaire qui avait travaillé pendant 1 an, qui avait fait déjà plus de 200 auditions. Il y a eu déjà des propositions de loi qui ont été déposées par des députés. Donc Éric Coquerel, qui fait partie du même groupe que moi précédemment, qui avait déjà présenté à l'Assemblée nationale un vote. Des sénateurs qui ont présenté des propositions de loi. Il y a eu des tribunes. Alors les tribunes, on en a plein constamment dans les journaux, des tribunes de scientifiques, des spécialistes, plein de personnes ont travaillé sur le sujet. Et puis il y a le Conseil économique et social, dont un des membres est avec nous aujourd'hui, c'est Florent Compin qui est avec nous aujourd'hui, à qui je laisserai la parole. Et puis pour m'accompagner aussi, il y a Antoinette Fouilleul, qui est présidente de l'association, présidente territoriale de Haute-Garonne, de l'association Addiction France, qui vont tout à l'heure se présenter plus longuement. Et donc, le cannabis, oui, je veux dire, c'est pas une lubie de baba. Je veux dire, on va pas demander la légalisation du cannabis juste pour se faire plaisir. Je me suis aperçu que c'était un sujet hyper transversal, qui touche en fait au quotidien de la vie des gens, mais c'est un problème de prévention, un problème de santé publique, un problème d'élégance. Ah, pardon.
Mais il y a un problème d'économie, de budget, puis il y a un problème aussi historique de notre histoire. Je veux dire, on est en France, le cannabis, on va dire que c'est une drogue qui vient d'autres pays. Nous, on est un pays producteur de vin. Il y a tout ça, l'histoire de la colonisation. Et donc, il y a beaucoup de choses qui s'entrechoquent. Et puis, moi, il y a quelque chose qui m'a fait tilt dans mon histoire. J'étais parent d'élèves. Parent d'élèves, représentant des parents d'élèves, au collège à côté, au Vernet. Et je siégeais au conseil de discipline. Et une fois, au conseil de discipline, on a deux jeunes qui ont été traduits devant le conseil de discipline. Ils passaient au conseil de discipline parce qu'ils dealaient devant le collège, ils vendaient de l'herbe auprès des autres collégiens. Et ce n'étaient pas des gamins de 3e, ni des gamins de 4e, ni des gamins de 5e, c'était des gamins de 6e qui dealaient de l'herbe devant le collège. Et donc là, on s'est dit, bon, le cannabis, l'herbe, ça touche, enfin, c'est quelque chose qui, au niveau des jeunes, il y a un problème d'usage de problématiques au niveau de la santé. Donc il y a un impact au niveau le cannabis. Quand on en parle, ça renvoie à la drogue, tout ça, mais l'idée c'est, comme ça a été dit avec le CESE, tout à l'heure on a discuté, moi ce que j'aimerais c'est qu'en France il puisse y avoir un débat. Parce que dès qu'on parle de cannabis, on parle de drogue et ça renvoie une image ultra négative, ça renvoie un côté gris, on mélange tout, il y a des idées préconçues, même si tout à l'heure quand on a fait le vote, je m'aperçois qu'en fait, oui, beaucoup de gens sont pour la légalisation, mais il y a encore beaucoup de travail pour arriver à une solution, parce que dès qu'on s'intéresse un tout petit peu au sujet, on s'aperçoit que l'alternative, c'est la légalisation de l'utilisation du cannabis pour sortir de tout ce qui se passe actuellement. Quand vous vous rendez compte, à Marseille, il y a eu un mort pratiquement par semaine. 47 morts à Marseille, rien que pour l'usage du trafic de drogue et compagnie. Et qu'actuellement, et pourtant moi je suis un peu naïf, j'ai eu beaucoup d'espoir quand Emmanuel Macron en 2016 s'exprime à la télévision, quand il présente sa candidature, quand on lui pose la question sur le cannabis, il dit oui, il faudra en débattre. Il faut qu'on fasse un débat sur le cannabis. Et donc je me dis peut-être que ce jeune président, cet espoir pour la France, ce jeune libéral, même si je ne suis pas d'accord sur ses idées économiques, sociales, mais on se dit peut-être, un jeune libéral comme Giscard en 100 ans a mis la majorité à 18 ans pour aller voter, peut-être que lui va permettre le débat, peut-être la légalisation. Et puis dès qu'il a été élu, ça a vite changé. Et actuellement, on est plutôt dans un raidissement avec Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, qui fait la chasse vraiment aux consommateurs, avec l'amende forfaitaire, et on est rentré vraiment dans une guerre aux consommateurs, donc on va traiter juste la conséquence du trafic, mais on ne traite pas la cause. 80%... non, ça, il ne faut pas que je le dise maintenant, parce que j'ai l'idée, c'est d'en parler tout à l'heure, mais comme je disais, ce sujet transversal, on a une législation qui est, quand on regarde sur le papier, hyper dure. On va dire les peines d'amende et les peines d'emprisonnement, une des plus hautes d'Europe au niveau législation, et on s'aperçoit qu'on est un pays énormément consommateur par rapport à d'autres pays. Et puis on voit que les pays voisins autour de nous, ça bouge. Même le grand modèle allemand qu'on prend toujours comme exemple, l'Allemagne, on nous cite toujours comme exemple au niveau économique, au niveau vertu, comment il faut se comporter. Même l'Allemagne est en train de travailler sur une légalisation du cannabis qui a été présentée, qui en 2024 risque de déboucher. On s'aperçoit qu'au Portugal, ça bouge, en Espagne, aux Pays-Bas, il y a des pays où c'est légalisé comme Malte, le Luxembourg, il y a le Canada. Enfin, je pense qu'il y a plein d'expériences à prendre, qu'on ferait bien de se nourrir au lieu de se renfermer, de se recroqueviller dans la répression qui mène à rien. Et ça va être dit tout à l'heure, on va en discuter, on a des chiffres sur justement le côté négatif de la répression, sur quoi ça mène à rien. Et puis, je parlais des tribunes et tout ça, mais il y a même des ministres qui sont prononcés pour la légalisation. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Léon Schwarzenberg, qui était le ministre qui est resté le moins longtemps. Il est resté 7 jours. Pourtant, il avait été nommé à l'époque, en 1988, par François Mitterrand, dans le deuxième septennat, ministre de la Santé, délégué à la Santé. Il est resté 7 jours tout simplement parce qu'il a osé demander à ce qu'il y ait un débat sur la légalisation du cannabis en 88. Et puis on a eu un autre exemple de ministre qui était ministre de l'Intérieur là. C'est Daniel Vaillant qui en 2009 aussi dans une tribune dans le Parisien souhaitait justement la légalisation du cannabis. Ministre de l'Intérieur, c'est pas n'importe qui se prononçait. Donc tous ces exemples-là nous posent la question que voilà, il faut qu'on fasse un débat citoyen. Alors ça ne va pas résoudre tout, la légalisation du cannabis, mais au moins qu'on puisse en parler.
Alors, pour savoir que, majoritairement, comme vous êtes prononcé pour la légalisation du cannabis, je vais faire un petit quiz avec vous, vous poser 3 questions, pour avoir quelques chiffres et quelques données. À votre avis, combien d'heures sont consacrées par les forces de l'ordre pour lutter contre le cannabis? Est-ce que vous avez une idée, comme quoi la gendarmerie et la police, combien d'heures ils passent chaque année pour lutter contre le cannabis? En milliers d'heures, hein, vous pouvez parler en milliers. À votre avis? 20 000, j'ai entendu? Partout, partout. Je veux dire, le cannabis, ça occupe combien de temps? On a dit 20 000, on peut mettre plus, hein? Plus. Combien? Plus. 2 millions. Moins. Moins. En fait, c'est 1 500 000 heures qui sont utilisées par les forces de l'ordre, gendarmerie et police, rien que pour traiter des sujets liés au cannabis. C'est-à-dire toute l'instruction qu'il peut y avoir, on arrête un consommateur ou on arrête un trafiquant, ben, tout ça, ça génère des heures de travail. Donc c'est 1 500 000 heures qui sont consacrées rien que pour lutter contre la consommation du cannabis. C'est par an. Oui, c'est par an. En pourcentage de leur temps, on vous donnera la réponse tout à l'heure, quand on va regarder l'ensemble de l'activité des forces de l'ordre. Je ne sais pas en pourcentage, mais on peut diviser par le nombre d'heures de policiers et tout ça. Mais c'est police-justice? Non, je parle que police et gendarmerie, forces de l'ordre. Je ne parle pas de la justice. Hein. Deuxième question, quelle est la proportion entre le trafic et l'usage concernant les arrestations? C'est-à-dire qu'on arrête une personne, est-ce que la personne est arrêtée pour trafic ou pour l'usage? À votre avis, la proportion entre le nombre de trafiquants, enfin les gens qui dealent, on va dire, et ceux qui consomment, quelle est à votre avis la proportion en pourcentage? 80% pour... Ah non, les consommateurs. 80% pour le trafic, tous les gens qui sont arrêtés, et 20% pour les consommateurs. Non. L'inverse? Oui. C'est l'inverse. La réponse, c'est l'inverse. On arrête pour 80%, ce sont les consommateurs. C'est toujours la règle des 80-20. Et 20%, les trafiquants. Comme quoi, on ne travaille que sur la conséquence. On va arrêter avec l'amende forfaitaire à 200 €. Voilà, on va taxer le consommateur. Et dernière petite question. Quel est le pourcentage des 15-64 ans, qui a déjà consommé du cannabis en France? 50. Combien? 90%, c'est incroyable. 90%. 35, 90, j'ai entendu là? 75. 60. Que je raconte pas de bêtises. C'est 45%. 45% des 15 à 64 ans en France ont déjà consommé du cannabis. On va dire pratiquement une personne sur deux. Et en Europe, vous savez combien c'est? Sur 3. En Europe. 27%. Et pourtant, on a une politique répressive. Donc voilà, ça démontre bien l'échec et l'efficacité de cette politique. Donc voilà cette petite introduction. Donc le déroulé de la soirée, ça va se passer que les deux intervenants, et je remercie encore votre présence ici aujourd'hui à Venère, vont se présenter. Et après, on fera un échange avec vous. C'est-à-dire que vous pourrez poser des questions. Alors on va essayer pour qu'un maximum de gens puissent s'exprimer, on va essayer de limiter les temps d'intervention à 1 minute, voire 1 minute 15. On va monter à 2 minutes maximum, que chacun puisse s'exprimer, soit question, soit interrogation. Nos intervenants répondront à votre question et interrogation, et on fera deux fois cet aller-retour. L'idée, c'est qu'on puisse tenir dans une réunion qui ne va pas dépasser 1h30. Et bien entendu, après, il y aura un buffet, où ça sera aussi l'occasion de s'exprimer. Ceux qui n'auront pas pu s'exprimer, mais j'aimerais bien qu'un maximum de gens puissent s'exprimer, poser des questions, et que ça soit dynamique et ouvert au maximum. Je pense que je n'ai rien oublié. Ah oui, au niveau des interventions, ce serait bien aussi que ce soit paritaire. Hein, une femme, un homme, une femme, un homme. Ah oui, on demande beaucoup de choses, hein, mais voilà, pour que tout se passe bien. Donc voilà, je pense que j'ai rien oublié. Fanny, j'ai rien oublié? Non, je pense que j'ai rien oublié. Et donc maintenant, je vais laisser la parole à Florent Compin. On avait décidé comme ça lors de passage qui va se présenter, qui va nous présenter le Conseil économique, social et environnemental. Oui, merci. Tout d'abord, bonjour à toutes et tous.
Moi, j'ai traversé la France en diagonale. Je viens de Nancy. J'étais à Nancy encore ce matin pour venir ici. Moi, je siège donc au CESE, le Conseil économique, social et environnemental. Pour beaucoup, ça ne veut pas dire grand-chose, et pourtant, ça reste la troisième assemblée de la République. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez trois assemblées. Vous avez l'Assemblée nationale, le Sénat et le CESE. Donc on est ce qu'on appelle la troisième chambre, ou la chambre de la société civile organisée. Alors c'est quoi tout ça? La société civile organisée, la société civile organisée, ce sont les forces vives du pays, pour reprendre l'expression consacrée, et on va voir si les forces vives vont être sollicitées dans les mois à venir. En fait, on est 250 membres, 255 membres qui sont nommés par le Premier ministre sur proposition de nos organisations, c'est-à-dire des organisations dites représentatives. Donc, vous avez, en gros, tout le panel des organisations, des partenaires sociaux, des organisations non gouvernementales, etc., etc. Donc, vous avez le CGT, la CFDT, le MEDEF, la FNSEA. Moi, je siège au titre de l'environnement et des Amis de la Terre France. Vous avez la mutualité, des associations, etc., etc. Tout, on va dire, l'ensemble, en fait, du panel de ce qui peut être représentatif de notre société. Donc c'est 81 organisations qui siègent au CESE, c'est pour le coup assez large, et des avis extrêmement divergents, on va dire, de base. Mais le CESE, c'est l'endroit où on construit du consensus. Le CESE, c'est l'endroit où, sur sollicitation du président de l'Assemblée nationale, du président du Sénat, du Premier ministre ou de la Première ministre, comme c'en est une, qui peuvent nous saisir sur des sujets pour informer et construire des avis pour conseiller le gouvernement. On a aussi un pouvoir qui est un pouvoir d'autosaisine, c'est-à-dire qu'on peut s'auto-saisir de certains sujets et dire qu'on a envie de traiter ce sujet-là, et le traiter et construire des avis et des rapports. Donc en l'occurrence, pour la question du cannabis, eh bien, c'est un avis qu'on a choisi de porter nous-mêmes. C'est une volonté du président du CESE, Thierry Baudet, qui, face en fait à la montée du débat, et notamment au moment où la question s'est posée, c'était véritablement poussé en Allemagne par la coalition qui a été élue, de cette logique d'inscrire dans son programme la légalisation et de dire en fait ça bouge partout. Et là en fait il serait intéressant qu'on n'attende pas d'être saisi sur un sujet quand il sera trop tard, mais qu'on s'en saisisse à l'avance et qu'on prenne le temps de travailler bien et d'avoir le temps de construire quelque chose sur le sujet. Donc le CESE avait fait un avis sur les addictions en 2015, et le CESE avait fait le choix de ne pas traiter la question du cannabis dans la question des addictions. Parce que le sujet était trop sensible, trop polémique, trop compliqué à gérer. Et donc, voilà, c'était encore cette logique un peu du tabou de comment est-ce qu'on peut en parler, comment est-ce qu'on peut construire, avec l'ensemble de nos organisations, un avis sur une question comme celle-là. Clairement, quand le sujet a débarqué, que le bureau du CESE a décidé de traiter cette question du cannabis, c'était ça. On ne savait pas du tout où on allait. Moi, m'étant intéressé au sujet il y a un peu plus de 20 ans, je me suis dit ça m'intéresse, j'ai envie d'y aller. Et donc on est deux rapporteurs, donc moi et Elno Herrier, qui n'est pas là aujourd'hui, qui lui est de l'UNEF, qui vient de la Réunion, qui passe tous les ans un mois à la Réunion, qui y est en ce moment. Mais voilà, donc on était deux rapporteurs avec une commission, ce qu'on appelle une commission temporaire. C'est-à-dire qu'au CESE, on est organisé en différentes commissions. Je siège par exemple au sein de la commission travail-emploi, où on traite assez exclusivement des questions de travail et d'emploi. Il y a une commission environnement, une commission affaires économiques, etc. etc. Voilà, donc différentes commissions. Et donc là, on a fait le choix en fait, de construire une commission temporaire. Ces commissions temporaires, en fait, sont des commissions qui se visent à être transversales. C'est-à-dire que ce n'est pas de la compétence d'une seule des commissions du CESE, mais bien de l'ensemble des commissions, et que pour traiter un sujet comme celui-là, eh bien en fait ça dépassait la compétence qui soit la compétence affaires sociales par exemple, ça aurait été trop limité dans le traitement du sujet. Donc là on a fait le choix de construire cette commission temporaire dans laquelle siégeaient à peu près 35 membres, et donc de travailler sur le sujet. Donc on est parti pour faire un rapport. Donc un rapport, c'est une analyse factuelle de la situation, des différents enjeux. Et donc c'était cette première phase. Et potentiellement un avis par la suite. Un avis, c'est la phase où le CESE construit un avis, c'est-à-dire formule des préconisations et pose son avis. Ce qui dépasse le stade du rapport. Donc on a fait cette première phase de rapport qui a duré je ne sais plus combien de temps, au moins 6-7 mois. Non, je mélange. On a travaillé une dizaine de mois en tout et un an jusqu'au vote.
Mais voilà, ça devait être jusqu'en septembre, et donc oui, 6-7 mois sur le rapport. Et donc on a fait ces constats, étudié et mené beaucoup d'auditions, beaucoup de lectures, beaucoup de rapports, beaucoup d'études. On en a mangé, pour se construire un avis. Et on part d'une situation où personne ne savait ce qu'allait sortir de ça, personne ne savait ce qu'allait amener des organisations à se positionner. Imaginez, quand vous avez un syndicat qui travaille sur des questions sociales et de défense des salariés, comment, et est-ce qu'il doit avoir un avis sur la question du cannabis? C'était véritablement un questionnement. On partait avec une page blanche et des avis totalement partagés, et beaucoup de personnes qui même n'avaient pas d'avis. Enfin, on avait vraiment quelque chose de très divers. Et on arrive à un avis qui, à la sortie, s'appelle Cannabis, sortir du statu quo vers une légalisation encadrée. Voilà, donc ces 9-10 mois de travaux ont amené cette évolution, a amené finalement un vote très fort et très fortement prononcé en faveur d'une légalisation encadrée du cannabis. Alors légalisation, c'est toujours le mot, là on vous a demandé si vous étiez favorable ou contre ou opposé à une légalisation du cannabis. Mais c'est quoi une légalisation? Une légalisation, c'est ça. Ça veut dire encadrer par la loi l'usage, la production et la distribution de cannabis. Voilà ce que ça veut dire. Souvent, la légalisation est caricaturée dans la représentation qu'on peut s'en faire. Légalisation, ça voudrait dire, d'un coup, oui, on peut faire ce qu'on veut avec le cannabis, tout et n'importe quoi. Non, ça, c'est pas la légalisation, c'est la situation actuelle. La situation actuelle, c'est oui, à l'heure actuelle, on fait n'importe quoi avec le cannabis. Et faire le choix d'une légalisation, faire le choix de l'encadrement par la loi du cannabis, c'est faire le choix, justement, de se dire, on veut intervenir sur le sujet, on veut éviter les usages à risque et les usages problématiques, on veut protéger les usagères et les usagers de cannabis qui, à l'heure actuelle, sont confrontés à énormément de problèmes. Voilà le sujet de la légalisation. Donc, ce sujet du cannabis, on l'a traité dans notre avis en différentes phases. Ce rapport et ces mois de travaux sur le rapport a amené un positionnement à la fin d'un rapport, ce qui est très rare au sein du CESE. Un rapport ne pose pas de positionnement. Mais la conclusion du rapport est de dire, là, il faut travailler sur une légalisation et ça va être l'objet de l'avis. Parce qu'en fait, le rapport, il est unanime, il est incontestable. À l'heure actuelle, il y a de véritables injustices qui sont vécues par les usagers. Christophe Bex parlait tout à l'heure de 45% de personnes qui ont déjà essayé le cannabis en France, mais c'est plus de 4,5 millions qui consomment tous les ans. C'est plus d'1,5 million d'usagers réguliers de cannabis. C'est 900 000 à 1 million d'usagers quotidiens de cannabis en France. Et donc toutes ces personnes qui vont vivre toutes les injustices liées à la politique actuelle. Et donc ces injustices, on les identifie, elles sont diverses et multiples. Il y a les injustices qui sont liées, ce qui peut paraître évident, à la répression, c'est-à-dire au fait que l'usage soit sanctionné, c'est-à-dire qu'il risque d'avoir un casier judiciaire, il risque d'avoir des peines qui peuvent aller jusqu'à des peines de prison pour l'usage simple. Ça existe encore en France. Il y a des gens qui sont en prison pour de l'usage simple de cannabis. Quand on vous dit que c'est pas vrai, c'est la réalité, ça existe encore. Et pareil, des gens qui sont en prison, parce que l'usage de cannabis en prison, vous voyez qu'on ne peut pas empêcher le cannabis de pénétrer, vu que le cannabis pénètre même largement dans les lieux qui sont les plus fermés, qui sont les prisons. Et l'usage de cannabis dans les prisons est extrêmement important. Eh bien, chaque usager en prison qui se fait attraper avec du cannabis, même s'il n'est pas usager lui-même, parce qu'en prison, vous savez que certains, on les oblige à garder des choses, se retrouvent condamnés à des peines de prison ferme immédiates et supplémentaires, à des remises de peine qui sont enlevées. Voilà, la prison ferme pour de l'usage simple en France, ça existe toujours. L'usager de cannabis va être réprimé aussi dans sa vie sociale. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes condamné, vous perdez des droits. Parce que vous avez un casier judiciaire, vous perdez la possibilité d'exercer certains métiers. Vous perdez la possibilité par exemple, d'avoir un permis de conduire. Et ça, c'est si vous n'avez pas d'accident. Si vous avez un accident, et un accident avec des dommages corporels, on fait tout de suite une prise de sang. Même si l'usager n'était pas responsable de l'accident et que rien ne l'incriminait dans l'accident, si on détecte du cannabis dans son sang, il va être responsable de l'accident, avec aucune assurance qui fonctionne, avec le fait de payer, et de payer parfois même à vie, les conséquences financières de cet accident. Ce sont des vies qui sont détruites les unes après les autres, des gens qui perdent leur métier tous les jours à cause de ça. Et ça, c'est véritablement dramatique. Et donc ces injustices, on estime qu'il faut les résoudre et les résoudre rapidement. Mais en même temps, aller vers une légalisation veut dire qu'il faut
bien la faire. Et que là, quelque part, on a l'avantage du fait que les législations évoluent dans pas mal de pays. Et donc, il y a des expériences, et donc des retours d'expérience. Et donc, on voit ce qui fonctionne, on voit ce qui ne fonctionne pas. Et ça, c'est très intéressant dans le fait de se dire, il faut construire une légalisation, parce que c'est la seule solution, et la seule solution qui permet de réduire les dommages liés au cannabis en tant que substance, parce qu'il existe dommages, le cannabis est une drogue, il ne faut pas l'oublier, mais ces dommages sont aussi à relativiser par rapport aux autres drogues. Hein. Si on prend l'exemple, et le CESE a fait le choix de faire des comparaisons régulières avec l'alcool, le cannabis est clairement énormément moins dangereux que l'alcool. L'alcool, c'est plus de 40 000 morts par an. Pourtant, avec l'alcool, on vous explique qu'il est possible d'éduquer à l'usage, d'avoir une consommation raisonnable d'alcool, une consommation maîtrisée d'alcool. Et avec le cannabis, on ne le pourrait pas. C'est-à-dire qu'avec le cannabis, la seule possibilité pour vous serait l'abstinence. Les politiques publiques, à l'heure actuelle, n'ont qu'un seul objectif, c'est l'abstinence. Et là, vous avez Addiction France qui est à côté de moi. Je pense que les professionnels de santé et tous les professionnels qui travaillent dans l'addictologie vous expliquent que l'abstinence n'est pas l'objectif. Quand vous avez une consommation qui est une consommation problématique, ou même dans les autres cas, l'intérêt, c'est de maîtriser ces consommations. C'est de ne pas tomber dans des consommations à risque, de ne pas tomber dans des usages à risque, et qu'il y a aussi des bonnes manières de consommer du cannabis pour celui ou celle qui fait le choix de consommer du cannabis. Et que dans tous les cas, la répression n'est pas du tout une solution. L'exclusion sociale liée à la répression, au fait qu'il faille se cacher, n'est pas une solution. Quand on explique aussi à l'inverse que, et c'est ce qui est dit dans certaines politiques publiques et dans certaines campagnes de prévention, de dire que en fait, l'usager ou l'usagère, quand il fait le choix de consommer, en fait, il fait le choix de participer à enrichir les réseaux mafieux, les réseaux terroristes, etc. etc. En fait, nous, on pense que c'est l'inverse. On pense qu'en fait, à l'heure actuelle, le choix de la répression est le seul choix qui conduise à confier aux réseaux criminels, aux réseaux de terrorisme et de mafia et autres, le marché du cannabis. Parce que la drogue, elle est consommée depuis l'histoire de l'humanité. Il n'y a aucune société qui ne consomme pas de substances qui modifient les états de conscience. Ça n'existe pas. Donc la consommation, elle existera toujours. Donc la seule question qu'il faut se poser, finalement, c'est comment est-ce qu'on fait pour la gérer au mieux? Comment est-ce qu'on fait pour en empêcher les dérives, les problèmes, etc. Si vous voulez arrêter de confronter des usagers à des produits frelatés, si on prend le hashish par exemple, et qu'on fait des analyses sur le hashish, ça a été fait peu en France, très très peu en France, vu qu'évidemment on ne peut pas travailler sur le sujet, eh bien, vous constatez que les produits de coupe ont des dommages sanitaires qui n'ont aucune comparaison avec le cannabis lui-même. Vous confrontez les usagers à ça. Vous confrontez l'usager à des dealers, donc à des risques pour ça. Ça parlait tout à l'heure aussi de délinquance. On parle aussi de questions de violence. Christophe Bex le citait sur les questions qui sont liées aux morts, liées au trafic et aux dérives qu'il peut y avoir derrière. C'est qu'on fait le choix de confier à ces réseaux criminels, donc avec des pratiques qui sont criminelles derrière. Donc on fait le choix aussi de dire qu'on va confronter l'usager à un dealer qui va potentiellement lui proposer aussi d'autres substances. Au-delà du fait qu'on lui propose des produits qui sont très majoritairement frelatés, on lui propose aussi d'autres substances. Et donc aussi, vu que le message de prévention est un message qui est faussé et qui n'est pas représentatif de ce qui est la substance en elle-même et des dommages qu'elle cause réellement, on dit, bah tu vois, on t'a menti sur le cannabis. Bah donc on t'a aussi menti sur l'héroïne. Donc mais essaye, tu vas voir, c'est super bien. Et on peut aussi lui proposer nos substances. Donc quand on vous dit qu'en fait le cannabis peut mener à l'héroïne, non, mais par contre la prohibition du cannabis, c'est la porte d'entrée qui vous confronte au dealer et qui vous donne la possibilité d'être confronté à d'autres substances aussi. Donc ça c'est aussi un des risques qui sont liés à la prohibition. Voilà, donc tous ces dommages, sans parler de l'exclusion sociale, c'est-à-dire que vous devez vous cacher, si vous êtes usager ou usagère de cannabis, vous devez vous cacher pour consommer. Donc forcément, vous risquez encore plus de tomber dans l'usage à risque, parce qu'à partir du moment où vous ne pouvez pas le faire en toute liberté, et donc vous devez vous cacher pour ça, bah, vous risquez de tomber dans des usages qui sont aussi des usages problématiques. Vous n'avez ni la bonne information, ni le reste. Donc de l'importance de mettre en place une véritable politique de santé publique, et une politique large. Et c'est aussi pour ça, Christophe Bex parlait tout à l'heure de propositions de loi qui ont été faites sur le cannabis.
Nous, au CESE, on pense que c'est une erreur, ces propositions de loi, ces amendements qui sont tombés par le projet de loi de finances de la sécurité sociale ou ce genre de choses qui viseraient à légaliser le cannabis. On pense que c'est une erreur. On pense justement que le cannabis est un sujet qui doit être traité très largement et qui couvre tellement de politiques publiques et qui amène tellement de politiques publiques à évoluer qu'il mérite un temps de construction très long. Donc un véritable débat public dépassionné et qu'on prenne le temps de le faire. Et que justement, ça touche tellement de lois et tellement de choses que ce n'est pas une loi simple et spécifique qui amènerait la légalisation du cannabis qui serait la solution. Mais bien une loi qui en modifierait beaucoup et qui intégrerait véritablement ces politiques de prévention, ce qu'on appelle les politiques de prévention intégrées, c'est-à-dire des politiques qui ne parlent pas spécifiquement du cannabis, mais qui amènent en fait ce qu'on appelle l'acquisition de compétences psychosociales. Vous voyez, c'est horrible comme mot, mais les compétences psychosociales, c'est quoi? C'est-à-dire quand on amène les jeunes, et notamment les jeunes, à être capables de se construire leur propre avis, c'est-à-dire à construire des citoyens éclairés. Parce qu'en fait, les seules politiques probantes qui fonctionnent, qui ont des résultats, sont des politiques de prévention qui sont menées, qui peuvent commencer dès le plus jeune âge, et qui sont prolongées par la suite, et qui vont en fait inclure l'ensemble des conduites addictives au sens large. L'ensemble des comportements qui sont des comportements visant à être capable de pouvoir, et notamment pour un jeune, de pouvoir dire non à son groupe social. C'est-à-dire, quand vous êtes dans votre groupe d'amis, être capable d'assumer le fait que, en fait, non, moi, j'ai pas envie, et que ça soit respecté, que le jeune ose le faire. Et ça, c'est cette pression sociale qui est la pression du groupe, elle est importante. Et il faut être capable de faire ça. Donc voilà, je termine juste pour présenter vite fait la suite de la vie. Donc en gros, dans le cheminement, on pose cette logique de dire des mesures d'urgence. Les mesures d'urgence, ça veut dire on arrête de sanctionner l'usager ou l'usagère. Donc c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle la dépénalisation, à différencier de la légalisation. On arrête de les poursuivre. On met en place ce débat public conjointement. On arrête la question du dépistage au volant en mettant en place des tests psychosociaux, ça va, des tests comportementaux. C'est ce qui fonctionne le mieux, ce qui obtient les meilleurs résultats, c'est-à-dire on mesure réellement votre capacité à moins bien conduire, et donc ça, on est capable de le faire, c'est ce que recommandait l'Académie de médecine en 2003. Et donc ces tests comportementaux, parce qu'à l'heure actuelle, il faut savoir que le cannabis, où on vous détecte des traces dans le sang qui peuvent aller 15 jours après, c'est-à-dire vous avez consommé, 15 jours après vous êtes encore positif, donc responsable d'un accident. Sachant que le facteur accidentogène, c'est-à-dire la capacité à affaiblir et à avoir une possibilité d'avoir un accident, il y a un surrisque qui est lié à l'usage de cannabis au volant, il est estimé de 1,5 à 2 au niveau européen, ça s'appelle l'Observatoire européen des drogues et toxicomanies, qui a compilé l'ensemble de la littérature existante sur le sujet, 1,5 à 2. C'est un surrisque qui est important, qu'on ne peut pas négliger, mais il faut savoir aussi que de l'autre côté, ce qu'on accepte pour des médicaments ou pour l'alcool, parce qu'on considère que le risque est négligeable, c'est 2 à 2,5. C'est-à-dire qu'un surrisque de 2 à 2,5 est accepté comme des facultés acceptables pour prendre le volant, et qu'on peut prendre le volant, entre guillemets, en toute sécurité, et que ça, c'est tout à fait acceptable. Par contre, pour le cannabis, eh bien non, vous allez vous retrouver dans des situations absolument terribles là-dessus. Donc ces mesures d'urgence, et de l'autre côté, la mise en place d'une légalisation encadrée. Et nous, au CESE, on a formulé ce qu'on appelle, on a fait le choix de poser dans le débat public un modèle souhaitable de légalisation, et on pourra revenir peut-être dans les questions par la suite, sous quelle forme on envisage la légalisation, c'est-à-dire comment on met en place une filière de production, une filière d'excellence qui pose le cannabis, la culture de cannabis à des échelles. On veut empêcher des géants du cannabis, on ne veut pas que ça se crée, donc on pose ces logiques, que ce soit en bio, etc. etc. Une traçabilité complète jusqu'au point de vente, des formations de ceux qui vendent, un usage extrêmement rigoureux de comment on le vend. On a fait des erreurs avec l'alcool, il ne faut pas les reproduire avec le cannabis. Et donc voilà, si on met en place une légalisation, il faut le faire bien. Et surtout le co-construire avec l'ensemble des parties prenantes, avec l'ensemble des citoyennes et des citoyens. Donc je suis Antoinette Fouillol, je suis médecin, psychiatre, j'ai dirigé un intersecteur d'addictologie, je suis en retraite, mais je préside en Haute-Garonne l'association Addiction France, qui est une vieille association, puisque cette association a 150 ans, elle les a fêtés l'année dernière. Alors Addiction France a été créée par Claude Bernard et Louis Pasteur, et devant
les problématiques d'alcoolisation majeures qu'il y avait à la fin du 19e siècle, et qu'à ce moment-là, on a commencé un petit peu à légiférer et que des gens se sont démenés pour mener des actions. Et en fait, ce sont au départ, notamment tout le secteur de l'éducation nationale, qui s'est beaucoup mobilisé. Il y avait 15 000, 20 000 adhérents à Addiction France, qui étaient en fait beaucoup dans le champ de l'éducation. En fait, parce que les instituteurs étaient vraiment très déboussolés et avaient envie d'avoir des enfants qui n'étaient pas dans des conditions de vie catastrophiques, avec la violence, avec l'alcoolisation des plus jeune âge qui se faisait à l'époque. Donc, Addiction France a commencé comme ça il y a 150 ans, et puis après la guerre, vers seulement les années 1960, se sont créés les centres d'hygiène alimentaire, et on a eu les premières consultations dans les villages ou dans les petites villes et dans les cités qui faisaient qu'on n'osait pas consulter pour ce genre d'addiction. Donc on appelait ça hygiène alimentaire. Et puis après, ça s'est appelé centre de consultation pour l'alcoolologie. Et puis après la loi de 70, où il y a eu, parce qu'il faut aussi en parler, c'est ce qui a fait qu'on a rendu l'usage de drogue illicite, et qu'à ce moment-là, il y a eu toute une politique dont vous avez parlé, qui condamnait ceux qui étaient... qui prenaient ou qui avaient un usage et qui étaient interpellés en tant qu'usagers de drogue. Et à ce moment-là, ils pouvaient être ou condamnés ou demander une obligation de soins. Et à ce moment-là, on a commencé à mettre en place ce qu'on appelait les CSST. Et c'était la même époque où le cannabis a commencé à fleurir et à être pratiqué plus largement, en fait. Donc après les années 70, on a eu le développement de politiques d'accompagnement et aussi de prévention qui se sont organisées, et notamment Addiction France est une association qui gère à la fois les établissements de soins, mais aussi qui gère la prévention et les actions de prévention dont il était question tout à l'heure, avec notamment des programmes de prévention dits probants, prometteurs ou probants, et en particulier un certain nombre de programmes que vous voyez probablement dans les écoles actuellement, qui sont développés par nous, par d'autres, ou par l'ORS, pas par l'ORS, mais par Promotion Santé Addiction, qui vient de prendre son nouveau nom là, maintenant en Occitanie. Surtout pas par les gendarmes et la police. Mais surtout pas par les gendarmes et la police. Et c'est vrai que pendant beaucoup d'années, et encore maintenant, on a des présentations de la problématique des drogues par la police, qui se fait encore, qui présente ces questions-là sous le mode répressif. Ce qui s'est passé et qui a été un tournant important, alors si je voulais vous le redire, Addiction France est une association qui à la fois est militante au sens comme elle l'a été autrefois, mais actuellement c'est surtout dans le sens du plaidoyer, ce qu'on appelle le plaidoyer, et notamment de défendre, on parle du cannabis, mais de la loi E20 qui a limité la publicité, et je pense que dans la légalisation, on doit aussi penser à cette question-là, puisque la publicité, elle est déjà faite sur les réseaux sociaux par les dealers, etc., comme vous l'avez dit, mais il faut penser à légiférer sur cette question de la non-publicité par rapport au cannabis. Donc Addiction France est l'association qui défend la loi E20 et qui met en justice ou assigne en justice les alcooliers qui ne respectent pas la loi E20, notamment autour de la publicité, autour des écoles, autour du sport, autour des affichages publicitaires qui ne sont pas conformes. Et la loi E20 les rend assez conformes. À des précisions tout à fait importantes pour
faire une publicité vis-à-vis de l'alcool, puisqu'on ne peut pas mettre une femme nue sur sa bouteille, etc. Qui soit autre ou un homme nu maintenant. Mais on doit donner seulement des informations sur la composition, etc. Donc effectivement, on a fait condamner un certain nombre d'alcooliers pour des publicités illicites. Donc Addiction France essaie de militer dans un plaidoyer et on a effectivement avec le Parlement un petit groupe de travail sur ces questions d'addiction qui sont quand même importantes. Je voulais revenir sur l'aspect de santé publique et l'aspect du cannabis par rapport à ses effets. Le cannabis est en fait, dans son usage en termes de santé publique, en fait, l'utilisation du cannabis au départ était une utilisation avec un taux de THC, puisque la substance active dans le cannabis, c'est le tétrahydrocannabinol. Et donc le THC, la teneur en THC est devenue de plus en plus forte avec des variétés d'herbes qui ont été cultivées et qui fait qu'on est passé même au triple de ce qui se passait en 70. Et donc comme il n'y a aucun contrôle sur la teneur en THC de l'herbe, on peut tout à fait avoir de l'herbe ou de la résine qui a des taux très très importants de THC. D'ailleurs, c'est recherché pour avoir une sorte de shoot avec le cannabis. Donc ça, c'est une des premières choses qui ont évolué en 50 ans, c'est la teneur en cannabis. Ce qui a évolué également, c'est les neurosciences qui nous ont fait montrer comment le cerveau avait des récepteurs cannabinoïdes et comment cette consommation de cannabis allait faire sur le cerveau. Et plus on est jeune, plus cet impact sur le cerveau est délétère. Parce que ces récepteurs à cannabinoïdes, en fait, sont saturés par la prise de produits et il faut en développer d'autres et encore plus. Ce qui va laisser un fonctionnement psychique qui fait qu'on ne se sert plus des autres organes de notre cerveau. Ça bloque un certain nombre de fonctionnements neurophysiologiques, notamment le lobe frontal, qui est le cerveau du discernement, ce dont on parlait. Pour être capable de dire non, il faut que son lobe frontal fonctionne bien. Or, ce lobe frontal n'est pas développé à l'âge de 13 ans, 14 ans, 15 ans. Et donc, en fait, il y a des habitudes comportementales qui se développent sans qu'il y ait possibilité de développer cette ère qu'on appelle l'ère du discernement et qui permet justement de savoir dire non. Donc c'est pour ça que la prise de cannabis précoce est dangereuse. Et c'est pour ça que dans la légalisation, il est très important que ce soit après 18 ans et que ce soit respecté. Ce qui n'est pas forcément si facile que ça, parce qu'on a fait des études statistiques sur, pas le cannabis, mais sur l'alcool. Le respect de la loi pour les mineurs n'est jamais respecté. 90% de ceux qui vendent de l'alcool ne demandent jamais si les gens ont plus ou moins de 18 ans. Alors, on n'est pas censé penser que pour le cannabis, il faudra vérifier que ce soit bien, que la loi soit bien appliquée si tel est le cas. Donc ça, une des choses qu'il faut dire sur le cannabis, ses effets sur le cerveau. La troisième chose en matière d'addiction, le cannabis ne fait pas partie des drogues qui ont le plus de risques et de conséquences. Vous en avez déjà parlé un petit peu, parce qu'elle n'est pas aussi addictogène que la nicotine, par exemple, du tabac. Si on se réfère au taux de dépendance et d'accrochage de ce produit au cerveau et à la personne,
le cannabis n'est pas dans le plus haut. C'est la nicotine, et puis peu à peu après l'héroïne, après la cocaïne, l'alcool, sont des drogues beaucoup plus accrochantes puisque, vous le savez, à partir d'un certain moment, les personnes au niveau de l'alcool vont avoir une dépendance. Au niveau du cannabis, ce n'est pas le cas au départ. Par contre, ça va avoir des effets sur le fait de donner quelque chose si on le prend de manière qu'on appelle non récréative, c'est-à-dire tous les jours, tout le temps. Ça va avoir un effet de diminuer les motivations, c'est-à-dire des gens nonchalants qui sont motivés pour rien, mais en même temps, on sait que les drogues, et en particulier le cannabis, vient aider à supporter et comme anxiolytique. S'il y a une situation difficile et qu'un enfant, un jeune expérimente le cannabis et qui trouve que finalement ça le fait planer un peu, alors qu'on vient d'avoir une frustration à l'école, à la maison, qu'on ne l'entend pas, etc., il est certain que s'il découvre que le cannabis le fait un peu planer, eh ben, on peut recommencer. Parce que c'est ça le problème des drogues, c'est que c'est à la fois plaisir et à la fois quelque chose de risqué. Donc on a toujours les deux en même temps et il faut gérer cette question du risque et du plaisir. Parce qu'il ne faut pas nier du tout que ça provoque du plaisir. Et que si on veut tel ou tel effet, on va prendre ou plutôt de la cocaïne, par exemple, parce qu'on veut être absolument excité, tenir toute la nuit, ou prendre une autre drogue de synthèse comme le MDMA, parce qu'on voudrait bien séduire et qu'on voudrait être en forme toute la nuit. On va prendre ces drogues, hein, on sait parfaitement comment ça agit, et souvent c'est pris non seulement de manière où on met plusieurs drogues à la fois, une pour exciter, une pour se calmer. Mais bon, le cannabis sert souvent à se calmer. Pour autant, il faut dire aussi qu'il y a une vulnérabilité des personnes. Et c'est en ça que la question de réduire les risques est importante, parce qu'une personne plus vulnérable, parce que c'est un moment plus difficile dans la vie courante, ou bien parce qu'il y a une vulnérabilité psychique, une hyper-excitabilité, tous ces enfants qui ont de l'hyperactivité sont des enfants plus vulnérables. Donc s'ils prennent des drogues, ça risque de faire un mélange assez difficile. Donc on a deux choses, c'est-à-dire que ces personnes vulnérables, il faut les protéger. Et donc il faut avoir des politiques de santé publique qui permettent de diminuer le risque. Et ça, c'est une des orientations qui ont été prises par l'addictologie depuis déjà plus de 20 ans, réduire les risques et réduire les conséquences. Et ce sont des politiques qui marchent. Parce que c'est comme ça qu'on renoue avec les personnes, c'est comme ça qu'on peut apprendre à reprendre sa vie en main si on a perdu la liberté de s'abstenir de produits ou d'autres choses. Que vous dire également en termes de santé publique? En termes de santé publique, tous les addictologues sont d'accord sur cette question de la légalisation. Donc il y a un consensus général chez les professionnels pour cette légalisation, parce qu'on estime que condamné n'a jamais fait avancer les choses dans d'autres champs, d'autres drogues, et pour le cannabis c'est la même chose. On ne peut pas soigner les gens quand ils ont une menace ou qu'ils sont dans la répression. On a énormément de possibilités d'accueillir. Il y a notamment des consultations aux jeunes consommateurs qui sont remarquablement efficaces, qui sont dans des lieux type proches des lycées, dans les centres de formation d'apprentis, dans un certain nombre d'endroits, et il faut pouvoir développer ça. La prévention, c'est comme il était dit, c'est développer les compétences psychosociales.
psychosocial. Parce que, en fait, la capacité à pouvoir dire non n'est pas forcément facile. En plus, il y a une sorte d'incohérence sociétale vis-à-vis du cannabis, et donc on transgresse, mais en même temps, on transgresse, mais en même temps, on demande de respecter des lois. C'est très compliqué pour les enfants pour se construire quand il y a du cannabis dans les familles et qu'on dit il ne faut pas en prendre. Donc cette question de l'organisation et de la construction psychique se fait difficilement parce qu'il n'y a pas une cohérence en termes de santé publique. Il faut également que les programmes de prévention puissent être développés de manière suffisante. Actuellement, c'est 1,87% du budget de la santé, ce qui est ridicule, alors que des programmes, on pense à une plug, à GBG, qui se font dans le primaire, ou à d'autres programmes, parce qu'en fait, il ne faudrait pas laisser de côté les adultes qui, eux, n'ont pas souvent droit au programme sur les compétences psychosociales. Or, il y en a un qu'on a introduit dans 2 régions, qui s'appelle la Normandie et la Réunion, un programme qui s'appelle Une affaire de famille, où on travaille avec les familles, avec les parents, et ils retrouvent une manière de comprendre comment mettre des rôles, des règles dans la famille, quelque chose qui permette de s'épanouir et acquérir des habiletés sur les problèmes et les difficultés familiales, puisqu'on sait bien que assez souvent les addictions sont présentes dans les familles où il y a de la violence et où il y a des difficultés familiales. Merci à toi pour cette introduction, parce que c'est 2 introductions qu'on vient d'avoir sur le sujet. Il y a déjà une masse d'informations. Maintenant, c'est à vous de réagir. Si vous souhaitez réagir ou poser des questions, le micro vous est ouvert, il va circuler, je peux vous le faire passer. Justement, pour si vous avez des questions, des interrogations, enfin des réactions, c'est le moment ou jamais. C'est jamais facile de poser la première question-réaction. Donc, on se lance. Alors, pour répondre tout à l'heure à ce que disait Antoinette, c'est vrai que pour les jeunes qui sont plus fragiles vis-à-vis de la consommation du cannabis, en Allemagne, le projet qui est en cours, c'est justement permettre, c'est au-dessus de 21 ans. La légalisation du cannabis, les moins de 21 ans n'auraient pas accès justement, mais ça c'est en Allemagne c'est 21 ans. Ah oui. Enfin, nous on dit 18. 18, mais non, mais ils n'ont pas eu Giscard en Allemagne, nous on a eu Giscard, donc c'est 18. Ça fait... Donc voilà, une première réaction, je fais circuler le micro, s'il y en a qui veulent réagir, poser une question. Ici. Ah bah voilà, c'est déjà parti. Je voulais savoir si les avis du CESE sont suivis. Ah oui, attendez. Alors, ce qu'on va faire, on va prendre plusieurs questions, 1, 2, enfin 3 ou 4 questions, et après les intervenants vont réagir sur l'ensemble des questions qui vont être posées. Est-ce que les avis du CESE sont suivis? Puis on y va. On va essayer de faire quelque chose de paritaire, voilà, un homme, une femme. Après, madame, monsieur? J'aimerais savoir si vous avez des retours des autres pays par rapport notamment aux quartiers sensibles où il y a quand même beaucoup de trafic. Qu'est-ce que ça deviendrait? Qu'est-ce qu'on ferait ces personnes qui seront trafiquants? Et est-ce qu'ils risqueraient pas d'avoir des émeutes? D'autres réactions? Moi, la question, c'est... Enfin, je crois savoir qu'en Espagne, ils ont légalisé et puis ils sont revenus en arrière. Alors, si c'est une connerie, c'est une question. Et justement, la question, ce serait qu'est-ce qu'on peut apprendre d'une expérience comme ça, là, où ils ont fait un pas en avant puis un pas en arrière. Voilà. Il y a une question finalement que vous avez abordée dans votre présentation, mais qui n'a pas été développée après, qui est la question de la délinquance. Bon, et est-ce que, enfin, on imagine que ces réseaux sont quand même si forts, si implantés, si vigoureux, que, disons qu'une sorte
de banalisation, enfin, d'organisation un peu du cannabis, va les amener évidemment à se reporter encore plus sur des drogues encore plus dures et à être extrêmement offensifs, je veux dire, avec des produits plus dangereux. Voilà. Donc, comment est-ce qu'on peut imaginer lutter contre ça? On va prendre une cinquième question. Une cinquième question et après je vous laisserai répondre. Bonsoir. Alors, c'est sur ce que vient de dire madame, c'est vrai que les réseaux mafieux sont très puissants et une légalisation pourrait faire craindre une montée en puissance d'autres drogues comme l'héroïne, la cocaïne, qui sont beaucoup plus addictives, comme vous l'avez dit, que le cannabis. Moi, je pense au contraire, alors c'est pas vraiment une question, c'est plutôt une affirmation, que légaliser le cannabis, encadrer sa consommation, ça permettrait à des milliers de personnes, ou des millions de personnes qui consomment quotidiennement, d'avoir un approvisionnement sûr et légal par le biais de boutiques gérées ou encadrées par l'État. Et donc affaiblirait les trafiquants de drogue et des forces de police qui sont monopolisées sur les consommateurs et qui doivent être partout à la fois, pourraient se concentrer au contraire sur les trafiquants d'autres drogues et sur le contrôle de la consommation des mineurs. Je pense que ça aurait plutôt un effet bénéfique sur la lutte contre les drogues, les trafiquants de drogue qui resteraient. Alors une dernière question pour cette première série de questions. Bonsoir. Je serai de l'avis du dernier interlocuteur. Je pense que il y a eu une étude qui a été faite et puis même une expérimentation et qui va même plus loin aux États-Unis actuellement. C'est-à-dire, on ressort des gens qui ont été incarcérés de la délinquance pour les faire rentrer dans quelque chose de plus encadré dans le cannabis. Donc, ces gens-là sortent ces gens-là sortent de la délinquance et prennent du boulot dans le même qui est beaucoup plus encadré et beaucoup plus sécurisé. Donc, certainement que la répression fait que les gens se marginalisent et ça ne fait pas sortir les gens de la délinquance. Au contraire, ça les enfonce. On sait très bien que quelqu'un qui va en prison, il va ressortir bien plus fou que s'il avait consommé pendant 10 ans du cannabis. Voilà, on va passer maintenant à la phase de réaction-réponse. Oui, par rapport à la question des produits plus dangereux qui seraient utilisés, la vraie question, c'est que c'est la consommation précoce de cannabis qui va en donner le là de ce qui peut être futur, quoi. Plus on consomme tôt, plus il y a de risques, parce que soit on consomme tôt parce qu'il y a des vulnérabilités, qu'il y a un encadrement qui n'est pas fait par rapport aux enfants, qu'on ne répond pas à leurs besoins et qu'on va chercher ailleurs, ce qui pourrait calmer l'angoisse ou la difficulté de cet âge-là. Donc si on peut faire en sorte qu'on ne consomme pas trop, et cela va vers un développement de la prévention, parce que ça doit être fait avec des programmes de prévention, et même il faudrait augmenter les travailleurs sociaux, les infirmières dans les collèges, parce qu'en fait il n'y a pas assez de répondants localement et dans les services scolaires. Donc les infirmières scolaires sont extrêmement surchargées et ont beaucoup de mal à répondre aux besoins des enfants. Donc déjà, c'est prévenir le fait de l'entrée ou de l'expérimentation du cannabis, qui est beaucoup plus dangereuse à 13 ans, 14 ans, 15 ans qu'à 18 ans. Hein, parce qu'à ce moment-là,
à 18 ans, on a déjà eu le temps de développer son cerveau correctement, puisque vous savez que ce lobe, ce fameux lobe frontal, il se développe jusqu'à l'âge de 21 ans, 22 ans. Donc, et même après, on a toujours une plasticité neuronale qui fait qu'on peut toujours faire d'autres comportements et en guérir, en fait. Mais donc la première des choses, en santé publique, pour ces problèmes-là, c'est de commencer ou d'expérimenter le plus tard possible, et donc avoir des programmes de prévention, des programmes qui permettent aux familles, des programmes de la parentalité. Vous voyez que ça va être assez transversal, parce qu'il va falloir que les programmes des caisses d'allocation familiale, par exemple, qui peuvent développer des programmes sur les compétences psychosociales des jeunes parents, qui des fois sont en burn-out, on le voit de plus en plus. Donc pour moi, ça c'est vraiment une vraie réponse, développer la prévention et donner les financements qu'il faut pour éviter d'entrer dans cette question des addictions. Et le cannabis est souvent la première entrée dans les addictions, même si ça peut aussi être l'alcool. Alors quant à retour des autres pays, ce qu'on sait, à notre connaissance, puisque Addiction France s'est prononcée officiellement pour la légalisation encadrée, c'est qu'on sait que les pays qui sont déjà fait la légalisation ne reviennent jamais en arrière, en fait. Le Portugal est un bel exemple de légalisation et dépénalisation, mais ils ont mis aussi une dépénalisation qui fait que les gens ne sont pas mis en prison ou condamnés, et donc ils sont envoyés, adressés en soins, et il y a des équipes de soins qui se sont mises à travailler davantage, et on a des effets plutôt positifs de cette déjà dépénalisation. Et pour rebondir directement là-dessus, il y a souvent en fait des liens qui sont projetés finalement entre une législation et des niveaux d'usage. Et ça en fait c'est une erreur. C'est-à-dire qu'en gros on ne peut pas lier le fait que ce soit légalisé, dépénalisé, une répression extrêmement active à un taux d'usage. Ça c'est complètement faux, ça ne marche pas. En fait c'est une erreur de base dans la réflexion. C'est-à-dire vous prenez la Suède par exemple qui a une politique extrêmement répressive, du même niveau que la France. Ils ont des niveaux d'usage qui sont bien plus faibles que les nôtres. Mais ils ont des politiques de prévention qui sont à côté. Si vous prenez le Canada, par exemple, le Canada, il y a un choix. Alors, même si au Canada, il n'y a pas un exemple, le Canada, la légalisation fonctionne en province. Il y a 13 provinces différentes, donc 13 législations différentes. Donc, il y a différentes possibilités et variantes. Mais c'est le choix, en fait, qui est fait conjointement à des politiques de légalisation, de mettre des moyens dans la prévention, la réduction des risques, l'éducation à l'usage, qui font qu'on va faire baisser les consommations. La légalisation en elle-même ne fait pas baisser. On ne peut pas dire, et à chaque fois comparer, dire tel pays a légalisé, la consommation a augmenté ou a diminué sur telle ou telle tranche d'âge. On ne peut pas faire le lien entre les deux. Parce qu'en fait, ce n'est pas du tout lié à la législation, c'est lié à l'information, à l'éducation à l'usage, à ce qui est fait autour. Donc quand vous avez des petites augmentations, vous prenez le Colorado par exemple aux États-Unis qui a légalisé, c'est une légalisation ultra-libérale. Mais quand j'ai ultra-libéral, c'est ultra-libéral. Vous avez des panneaux géants, des affiches, chez nous c'est des 4x3, chez eux c'est des 20 mètres par 15, avec des venez avec les flèches pour vous emmener au coffee shop et vous vendre. Il y a une logique de business qui a été développée, qui est absolument colossale. Donc il y a un véritable attrait. Et pareil, il y a une étude de fond qui a été menée aux États-Unis sur 17 millions de personnes, sur les effets de la légalisation sur les psychoses et sur le développement des psychoses, qui montre qu'il n'y a pas de développement de psychoses supplémentaires qui peuvent être liées à la légalisation et ce qui peut en être fait. Au contraire, par contre, en menant des politiques de prévention, de réduction des risques qui sont fortes, là vous pouvez faire baisser clairement ces risques-là. Et c'était très bien dit juste avant, c'est retarder l'âge d'entrée dans l'usage, ça c'est un objectif qui est extrêmement important. Plus on arrivera à retarder l'âge d'entrée dans l'usage, meilleur on sera. Et de la même manière, limiter les usages à risque. Et donc limiter les usages à risque, c'est notamment en matière de cannabis, ce qui est constaté, c'est qu'en fait, un mode de consommation
a une très très forte tendance à s'inscrire dans le temps. Alors déjà, les consommations s'inscrivent dans le temps, c'est-à-dire qu'il y a une part importante des usagers et des usagères de cannabis qui vont continuer à consommer, et même toute leur vie. En France, c'est l'OFDT qui fait des statistiques là-dessus, donc l'Observatoire français des drogues et toxicomanies, et décale même les âges, c'est-à-dire qu'avant, ils s'arrêtaient dans les 60 ans, parce qu'en fait, il n'y a pas l'intérêt au-dessus, le chiffre était anecdotique au-dessus. En fait, là, maintenant, ils se rendent compte que non, il y a ces tranches d'âge qui ont consommé avant et qui se reportent, et qu'en fait, les consommations au-delà de 60 ans, il y en a de plus en plus. Et si on fait une photographie des usagers de cannabis et des usagères de cannabis en France, l'ultra-majorité sont des adultes. Donc, on parle des jeunes parce que, évidemment, c'est l'entrée dans l'usage qui est importante, et c'est là où tout se joue. C'est-à-dire que si vous commencez à fumer du cannabis, parce que le plus gros des dangers, globalement, en termes de santé publique sur le cannabis, c'est le fait de le fumer, au-delà de l'usage très précoce, hein, mais c'est le fait de le fumer, mais il existe par exemple la vaporisation, c'est-à-dire ce que vous voyez maintenant avec les vapoteuses, mais il existe la même chose pour le cannabis, c'est-à-dire qu'en gros, vous vaporisez, vous n'avez pas de combustion, et vous éliminez une énorme partie des risques qui sont liés à l'usage de cannabis. La vaporisation, par exemple, en fait, si, c'était dit tout à l'heure sur les politiques qui sont menées et qui sont limitées sur le discours qu'on peut tenir. Il y a même des propos qui sont illégaux qui ont été tenus là, sur le cannabis. Parce qu'en fait, dire que le cannabis et que la drogue, en fait, c'est aussi des effets de plaisir, ça c'est illégal. C'est l'ex L630, c'est maintenant le L3221-4 du Code de la santé publique, qui interdit de présenter sur un jour favorable. Et ce qui fait que les professionnels de santé et les addictologues, depuis des années, se sont battus contre ça, parce qu'ils ne pouvaient pas mener de politique de réduction des risques, parce que c'était illégal. Et ça l'est toujours. Ça fait partie des demandes du CESE, d'ailleurs, d'abroger cet article de loi qui est complètement hallucinant. Mais voilà, c'est parler en vérité. Donc parler en vérité, c'est pas mentir. Et donc pour ne pas mentir, il faut être capable de faire ça. Et donc voilà, donc sur la question des États-Unis, du Canada et autres, et des autres pays, on peut pas lier ça. Et il y a une autre question qui est intéressante qui a été posée, qui est liée à la question de la délinquance associée, du report qu'il peut y avoir sur les autres drogues. Alors déjà en France, on est champion des consommations au niveau européen, toutes drogues confondues. Hein. Donc en fait, à un moment donné, on peut pas monter au-dessus, enfin on peut pas faire pire. Donc n'imaginez pas que la consommation d'héroïne, elle va exploser en France. À un moment donné, on peut pas. Enfin, voilà, faut être réaliste par rapport à ça. Non, on mène déjà la pire des politiques publiques, on obtient les pires des résultats, donc voilà, là maintenant on peut faire que mieux. Ça, je dirais, on a atteint des plafonds, entre guillemets des plafonds statistiques, mais qui sont liés à ça. Donc sur la question de ces personnes-là, ça a été soulevé tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle le legacy market en Amérique du Nord. Donc c'est ce que nous, on a amené dans la vie du CESE, qui n'est pas traité ou de manière anecdotique dans les publications, les travaux jusque-là. C'est ce qu'on appelle l'intégration du marché historique. C'est-à-dire qu'il y a une véritable nécessité, et maintenant tous les États qui légalisent, dans les dernières légalisations, il y a l'État de New York qui a légalisé le cannabis, des places sont réservées aux personnes qui ont été condamnées pour usage de stupéfiants. Joe Biden a fait des grandes déclarations et a aussi amnistié au niveau fédéral les usagers et les trafiquants jusqu'à certaines quantités, dans certaines conditions, etc. Le fait que ce ne soit pas associé à de la violence, les trafiquants de cannabis. Etc., etc. Donc là, il y a véritablement une vraie nécessité. Et si vous prenez l'exemple du Canada, le Canada, en fait, ils sont plantés au départ sur la légalisation, mais ils sont en train de revenir en arrière sur un certain nombre de choses, mais pas sur la légalisation en elle-même. Ils sont en train de revenir en arrière sur l'intégration des acteurs du marché historique. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez du fric qui arrivait à foison, pour vous le faire en mode caricatural et pas des mots langage chez eux. Mais non, mais il y a énormément d'argent qui est arrivé, il y a des investissements qui ont été faits de manière colossale, ils brûlent de l'herbe par centaines de tonnes qu'ils n'arrivent pas à vendre. Et à côté de ça, coexiste un marché parallèle qui répond mieux aux besoins des usagères et des usagers, et donc qui continue à fonctionner. Donc, en fait, parce qu'ils n'ont pas intégré ce marché historique au départ. Et maintenant, ils ont changé complètement de braquet. Ils parlent de transition vers un marché légal, et plus du tout de légalisation. C'est-à-dire qu'en fait, si vous parachutez quelque chose comme ça, vous êtes sûr de vous planter. Si vous n'intégrez pas l'existant, si vous n'intégrez pas les logiques de territoire, c'est pour ça qu'il n'y a pas une forme de légalisation, et c'est pour ça que nous aussi on parle d'une forme de légalisation à la française. C'est-à-dire qu'on doit prendre en considération les réalités des territoires, le fonctionnement, les usages tels qu'ils sont, les trafics tels qu'ils existent, pour ne pas se tromper et faire les choses bien. C'est pour ça qu'il faut prendre le temps de le faire. Et ça, c'est véritablement important de comprendre ça. Et ça...
et les reports qui vont être faits, la question des quartiers, on la traite aussi au sein du CESE, qui sont aussi liés à la question de qu'est-ce qu'on fait de ces quartiers-là. En fait, à l'heure actuelle, le fait qu'on confie les quartiers à des trafiquants, une autre économie ne peut pas exister dans ces quartiers. C'est-à-dire qu'imaginez quelqu'un qui veut construire un lieu de sociabilisation par excellence, un bar. Un bar ne peut pas exister à l'heure actuelle dans une cité dans laquelle coexiste pas pour le coup, existe un trafic de cannabis, un trafic de stupéfiants, parce que tout de suite la main est mise par les trafiquants sur ce lieu de vie et sur toutes les économies qui peuvent exister. Et donc en fait, le trafic à l'heure actuelle empêche ça. Et évidemment, le fait de légaliser, donc d'encadrer par la loi, va permettre de sortir ça, va permettre de contrôler, notamment l'usage en dessous de 18 ans. Nous, ce qu'on préconise, ce sont des lieux de vente avec un SAS, avec un contrôle à l'entrée qui soit systématique dans ce SAS, de l'âge de la personne. Et évidemment, les personnes de plus de 18 ans uniquement peuvent rentrer. Et le moindre contrôle qui serait effectué d'une personne qui aurait moins de 18 ans, la perte de licence est automatique et immédiate. Et ça, c'est ce qu'on préconise. Parce qu'en fait, voilà, si le risque devient important de se dire, entre guillemets, ce qui me permet moi de vivre et de vivre correctement, c'est-à-dire d'avoir une échoppe qui vend du cannabis, je perds cette licence parce que j'ai voulu vendre à un mineur. Et de renforcer les sanctions envers les trafiquants qui voudraient vendre à des mineurs. Ça, c'est extrêmement important. La protection des mineurs est essentielle, ça a été dit, c'est des objectifs de santé publique. Parce qu'aussi, il y a une réflexion quand on met en place une légalisation, c'est quel objectif on poursuit. Est-ce que c'est un objectif de santé publique? Est-ce que c'est un objectif de réduction des trafics, de développer un business légal et donc des rentrées fiscales, etc. etc. C'est tout ça qu'il faut prendre en considération dans la construction d'un modèle. Et là, je regarde les questions. En Espagne, non, c'est pas revenu en arrière, il y a eu des ajustements sur ce que là-bas, c'est le modèle des Cannabis Social Club qui a été développé, donc qui sont en fait des formats d'associations de consommateurs qui se mettent ensemble pour cultiver collectivement. Et donc en gros, voilà, c'est de la mutualisation de la culture, on va dire. Ça fait partie des préconisations du CESE dans les mesures d'urgence, de dire on dépénalise tout de suite et on autorise la culture à usage personnel ou à usage personnel collectif, c'est-à-dire par exemple si vous avez des enfants chez vous, vous vous dites bien que ce n'est pas forcément pertinent d'avoir des plantes de cannabis qui poussent et les enfants qui peuvent y avoir accès. Donc c'est peut-être intéressant que la culture elle se fasse ailleurs, mais toujours à usage personnel, mais ensemble et à plusieurs. Et aussi dans les Cannabis Social Clubs, ce qui est très reconnu, c'est l'éducation à l'usage par les pairs. C'est-à-dire que les usagers en fait, se conseillent ensemble sur des modes de consommation qui sont bons. Et ça aussi fait ses preuves en termes de réduction des risques, ça fonctionne très très bien. Donc non, pas de risque d'émeute, parce que, encore une fois, si on intègre les personnes du marché historique, il faut aussi se rendre compte à qui profite réellement le cannabis. Hein. Ça, les études ont été faites sur le sujet en France et mince, je l'ai oublié alors qu'on l'a invité au CESE et qu'il était présent à la plénière où on a voté l'avis. Mince, bon bref, il y a Pierre Kopp et le deuxième, je vais retrouver son nom. Ils sont deux à faire beaucoup d'études ensemble sur la partie économie du cannabis. Et toute la partie économie du cannabis. Et donc, eux ont beaucoup travaillé là-dessus. Alors, le cannabis, on vous parle sans arrêt que ça rapporte des fortunes, que vous avez des jeunes qui s'enrichissent, on vous sort des chiffres hallucinants, des centaines, voire des milliers d'euros par jour pour des jeunes. Tout ça, c'est faux. C'est complètement faux. Il faut savoir que jusqu'au semi-grossiste, en gros, les salaires ne dépassent pas le SMIC. Si on peut appeler ça un salaire, vu que vous n'avez pas non plus de cotisations sociales qui sont en face, de protection sociale, vous avez des risques juridiques, j'en parle pas, des risques sur votre vie, j'en parle pas non plus, mais ça a été dit, etc. etc. Donc le cannabis enrichit très très peu de monde. Il faut être au niveau du grossiste, c'est très peu de personnes, c'est anecdotique les personnes. Ce n'est pas des quartiers complets qui vont avoir des émeutes, vous n'avez pas de quartiers dont l'économie dépend du cannabis. Non, au contraire. Les quartiers et toutes les personnes qu'on a auditionnées dans les quartiers, on a fait un déplacement à Toulon et Marseille, où on a été justement rencontrer toutes ces personnes des quartiers et échanger avec elles. Elles vous le disent au sein des quartiers, non, ça peut permettre à minima des fois des petits compléments ou de permettre entre guillemets un petit plus, mais bon, un petit plus, et c'est pas du tout la volonté des gens des quartiers. Les gens des quartiers, ce qu'ils veulent, c'est réellement pouvoir se réapproprier leur quartier, pouvoir développer une économie dans leur quartier, pouvoir circuler librement dans leur quartier, pouvoir ne pas craindre pour leurs enfants et la vie de leurs enfants quand ils sont dans les rues des quartiers. C'est ça qu'ils attendent. Et ils sont prêts à le faire, et il y a des volontés, il y a des envies. Il faut pas croire, je veux dire, à l'heure actuelle, on a fait le choix de condamner certains quartiers
et d'abandonner, quand on dit qu'il y a une perte de l'état de droit, non, on a fait le choix d'abandonner les quartiers à des trafiquants. C'est ça la réalité de la situation, et c'est ça le véritable risque. Donc voilà, c'est vraiment à ces questions-là qu'il faut répondre. Et nous, dans ce qu'on pose sur la question de la fiscalité qui est liée au cannabis, on parle dans les projections en France, des projections à 3,4 milliards le marché du cannabis en France. Nous on parle d'une taxe, ce qu'on appelle une taxe d'assises, c'est-à-dire une taxe qui soit fixe et qui permette de financer la prévention. C'est la seule chose dont on parle en taxe fixe. Le reste, c'est ce qu'on appelle la fiscalité générale des entreprises. Mais par contre, ça doit être associé absolument à une politique de la ville qui vise à massivement aller résoudre et mettre de l'argent dans ces quartiers pour pouvoir permettre le développement d'une autre économie dans ces quartiers-là. Eh bien, merci pour toutes ces réponses. Moi, j'ai une question à vous poser à tous les deux. Comment ça se fait qu'en France, on est les champions de consommation d'héroïne, cocaïne, cannabis, alcool, tabac et même antidépresseurs, médicaments? Comment ça se fait que la France est à la tête de tous ces classements de consommation de drogue, de médicaments? Dans la France, c'est le pays où il fait bon vivre, la gastronomie, tout ça. Et là, on a un pays qui vit mal. C'est une question sociologique, finalement, d'ensemble. Donc répondre à ça, je ne suis pas sûre que je sois l'interlocuteur qui ait fait la recherche sociologique là-dessus. En tout cas, il y a des pistes en termes de vulnérabilité sociale. On sait que ça va être beaucoup plus difficile quand on est dans la précarité, parce que comme ça procure du plaisir et que ça permet d'éviter de penser aux difficultés, c'est quand même un bon moyen, en tout cas pour le cannabis, pour les usagers, d'utiliser du cannabis qui est quand même relativement accessible. Et il faut savoir que l'accessibilité est un des facteurs qui font qu'on consomme. Donc il y a certainement un facteur sociétal ou en tout cas législatif, etc., qui fait qu'on peut en trouver actuellement facilement, puisqu'on a laissé se développer des réseaux qu'on commande par Internet, que le système de la consommation à tout crin fait qu'ils utilisent les mêmes moyens. Vous avez des promotions, vous avez c'est incroyable comment ce système de consommation s'est remarquablement développé dans tout le circuit des drogues. Bon, et après, il y a sans doute un changement sociétal qui fait que, on le sait bien avec le Covid, puisqu'on a eu beaucoup plus d'anxio-dépression après le Covid, et notamment chez les jeunes. Et on a eu un afflux de demandes de consultation chez les jeunes avec de l'anxiété, plus l'éco-anxiété actuellement, dans quel sens ça va. Donc on a besoin de calmer son anxiété en fait. Donc il va falloir qu'on ait peut-être des orientations qui nous tirent un petit peu vers le haut. Il me semble que ça serait une bonne solution, et puis une vie démocratique peut-être plus... Il y a du débat. Ben oui. Oui, il faut partager ses opinions, pouvoir dire. Alors, une des choses qui font que les drogues se développent, c'est aussi quand on ne peut pas dire, quand on ne peut pas penser, et qu'il est aussi interdit de dire parce que soit on est disqualifié, etc. Et donc c'est tout l'enjeu à l'adolescence, puisque tu fais pas comme nous, etc. Donc on a ça à l'adolescence, mais pour après, c'est les difficultés qu'on a gardées de cette question de comment on parle de soi. Et donc il y a des programmes sur les compétences psychosociales. On apprend à dire je, on apprend à parler de soi, on apprend à parler de ses émotions, on apprend à dire ce qu'on ressent, on apprend à être attentif aux besoins des autres. Et donc il y a aussi un effort à faire pour qu'il n'y ait pas tout le temps de la conflictualité. C'est pas que la conflictualité n'est pas mal en soi, mais c'est quand on ne peut pas mettre des mots dessus. Et actuellement, on est
très marqué par cette question des violences sexuelles. C'est vraiment typiquement ce qui se passe. On ne peut pas dire, on ne peut même pas le penser. Donc il faut développer, mais je vais le redire, parce qu'il faut redévelopper les programmes de prévention adaptés, généralisés, et pas que dans quelques classes. Parce que ce qui se passe en France, c'est qu'il n'y a que quelques classes qui bénéficient d'Unplug, qui bénéficient de GBG. Mais c'est pas beaucoup, c'est 12 classes dans un département, par exemple, vous imaginez. C'est de cet ordre-là. Donc, c'est scandaleux. Il y a des enseignants qui voudraient le développer, et on sait que ça marche. On sait pertinemment, on sait... Les groupes avec ce programme-là, Une affaire de famille, ça marche, mais il faut des animateurs, il faut en former, et il faut qu'on le développe, mais c'est peanuts par rapport aux besoins. Il faut vraiment le redire, ça. C'est ça, c'est la réorientation des moyens qui, à l'heure actuelle, sont ciblés sur la répression. On voit les millions d'heures de police, vous rajoutez la justice derrière, vous rajoutez aussi la question du soin, etc., qui sont liés justement à tous ces usages problématiques et toutes drogues confondues, parce que quand on travaille sur le cannabis, on va travailler sur l'ensemble des conduites addictives. Donc ça veut dire le jeu, ça veut dire l'usage des écrans, ça veut dire tout ça. C'est l'ensemble des conduites addictives au sens large. Donc les économies à faire sont colossales. Vous avez juste à réorienter ces moyens-là vers la prévention ou la réduction des risques. Vous allez avoir des résultats qui vont être immédiats, comme au Portugal. Au Portugal, ils avaient des chiffres de consommation hallucinants. Ils sont tombés à des consommations qui sont ridicules, parce qu'ils ont véritablement mis en place des politiques de prévention, de réduction des risques, d'accompagnement, les commissions spécialisées qui sont mises en place avec des soignants, des assistants sociaux, etc., qui accompagnent les personnes réellement. Des propositions de travail aussi. Oui, c'est ça. C'est vraiment un accompagnement des personnes. C'est à partir du moment où on ne considère plus des chiffres et des statistiques et commence à parler des personnes, c'est là qu'en fait tout change. Donc attachons-nous aux personnes, attachons-nous au parcours, c'est ça qui est important. Attachons-nous aussi au fait de libérer le débat au sein des familles. Un jeune, il a besoin de pouvoir parler au sein de sa famille. Si le même modèle que celui qui est projeté dans la société est projeté dans la famille, c'est-à-dire celui de l'interdit et de l'abstinence, style t'as pas intérêt à consommer sinon tu vas voir ce que tu vas voir, là vous avez les plus forts risques de tomber dans des consommations à risque, dans des consommations problématiques, des niveaux d'usage plus élevés, une expérimentation plus jeune, etc. L'interdit ne fonctionne pas. Quand on parle, et les discours qui sont tenus, qui sont écrits, la MILDECA, la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives, qui est l'organe qui chapeaute tout ça, et bien au niveau national en France, tient ce discours de l'interdit protecteur. L'interdit protecteur, c'est complètement faux. Il n'y a pas un professionnel de santé qui va vous soutenir ça. C'est pas vrai, ça ne fonctionne pas. Et l'autre question, vu qu'en fait on ne peut pas avoir de débat et que le cannabis est un stupéfiant, c'est-à-dire une drogue interdite, eh bien en fait on ne peut pas en parler. Moi je vois au CESE, on est à peu près 35... On ne peut pas faire de recherche. Et on ne peut pas faire de recherche non plus, oui. Ça aussi, on parle de la recherche publique dans la vie du tout. Et donc, je vois, nous, au CESE, sur à peu près 35 personnes dans la commission qui ont travaillé dessus, il y a une seule personne qui a dit qu'elle avait déjà consommé. Personne ne l'a dit et personne ne peut le dire. Là, ça a été fait carton vert, carton rouge. Lever les cartons verts, les cartons rouges. Qui a déjà consommé? Est-ce qu'on va retrouver les 45%? Est-ce que les gens vont oser le dire? Est-ce qu'on a suffisamment libéré le débat pour s'approcher de ce 45%? Sinon, je vous jure que vous le faites, vous avez une personne sur je ne sais pas combien qu'elle a déjà consommé du cannabis dans sa vie. Mais la réalité est là. Voilà. Non mais donc au moins, je me dis, voilà, je veux dire, sans voir, vu qu'on n'allait pas avoir une grosse évolution des cartons sur faut-il ou pas légaliser, mais par contre, au moins libérer la parole, c'est une première étape qui est essentielle. Véritablement, c'est ça, il faut permettre l'échange et le débat. Alors justement, j'ai une question par rapport à ça. Vous avez une fin de non-recevoir à chaque fois que vous voulez. Il y a des interdits partout. Mais qu'est-ce qui justifie justement ce blocage au niveau de nos décideurs? Alors, oui, je vous avais promis en introduction, c'est pas qu'on ne veut pas répondre, de faire une réunion assez courte
1 heure, 1 heure et demie. Après, l'idée, c'est que la réunion n'est pas finie. Je vais faire une rapide conclusion, mais c'est qu'on va continuer les échanges autour du buffet. Parce que, après les avis du CESE. Après la réponse, on va répondre à ta question, mais l'idée aussi, c'est que les gens puissent s'exprimer autour du buffet. Je ne vais même pas repartir sur le vote, parce que le vote, au départ, il y avait eu tellement de cartons verts que je ne pense pas que ça va se transformer en carton rouge. Il y a même eu un vote sur la consommation, on s'y attendait même pas. Donc, mais c'est vrai que c'est un vrai tabou, ça. C'est un vrai tabou. Personne n'ose dire qu'il a déjà fumé, enfin bref. Mais... Sauf à Venert, mais Venert, c'est vrai, il y a quelque chose qui se passe. On est au-delà des 45% là, à Venert. Oui, là on est à... qui osent parler, non mais Venert, c'est quelque chose. Et donc je ne ferai pas de conclusion parce qu'il n'y a pas de conclusion, parce que l'idée de ce débat citoyen qui commence aujourd'hui à Venert, c'est que maintenant avec mon équipe, on va essayer d'aller partout en France, ou même au-delà, aller dans d'autres pays, aller voir ce qui se passe au Portugal, ce qui se passe en Allemagne, aux Pays-Bas, partout, et d'essayer de porter la bonne parole avec des personnes de qualité, comme on a eu la chance aujourd'hui d'avoir à Venert. Et c'est vraiment une chance quand on est député de pouvoir rencontrer sur tous les sujets des personnes qui connaissent des sujets et qui nous enrichissent mutuellement sur des sujets qu'on ne connaît pas ou qu'on ne maîtrise pas. Eh ben, ça nous fait avancer sur nos réflexions et ça évite les réponses rapides. Et le cannabis, c'est un bon exemple parce que tout à l'heure, tu as dit une proposition de loi, il faut aller au-delà d'une proposition de loi. C'est tellement transversal, tellement global que ça touche tellement de sujets que c'est pas un délire de babacool, c'est un problème d'éducation, de prévention, d'économie, de modèle de société, pourquoi les gens fument, et surtout la protection des plus jeunes, protéger, encadrer, réguler, c'est tout ça qu'on va prôner. Et là, on va prendre notre bâton de pèlerin et on va sortir des murs de l'Assemblée et aller au-devant des citoyens et des citoyennes en France pour faire avancer le sujet, pour faire avancer ce gouvernement actuellement en place. Mais j'ai bon espoir parce qu'actuellement, dans le nouveau gouvernement, on a quelqu'un à la culture qui va redonner du sens avec la nomination de Rachida Dati. Et je pense que là on va monter d'un niveau. Et la culture du cannabis, non, avec Rachida Dati. Je ne sais pas, mais j'ai l'impression d'avoir pris un coup de vieux avec Rachida Dati. On est revenu 17 ans en arrière, je ne sais pas ce qui s'est passé. Enfin, c'est pas le sujet ce soir, mais la réunion n'est pas finie. Je vous invite toutes et tous à venir autour du buffet. Et la question va être répondue par mes invités. Et, alors, t'as tellement parlé que je me souviens plus de la question. La question, c'est qu'est-ce que vous avez comme argument qui vous ont été donnés pour avoir cette fin de non-recevoir et d'avoir que des interdits? Les arguments qui nous ont été donnés sont toujours les mêmes. Nous, on a une réponse, c'est-à-dire qu'à chaque avis, légalement parlant, le gouvernement est obligé de nous répondre. Donc le secrétariat général du gouvernement nous a répondu. Et la réponse est exactement le discours de l'ami de Becca. Voilà, on travaille très bien, on avance très bien, tout va bien, il n'y a pas de problème. Voilà. Et la politique qu'on mène est la meilleure. Donc c'est un peu le problème, c'est que tous les professionnels, tous les gens qui ont travaillé sur le sujet disent l'inverse. Et que là, vous avez une voix qui est basée, là j'exprime mon avis personnel, pour moi sur des considérations qui sont des considérations politiques, électorales, et pas du tout sur ce qui devrait motiver pour moi tout mandat lectif, c'est-à-dire l'intérêt général, l'intérêt supérieur des personnes, et en particulier des plus fragiles, donc les plus jeunes, les plus faibles, ceux qui ont le plus de difficultés et qui sont potentiellement très bien accompagnés par les professionnels, même s'ils n'ont pas les moyens. On leur réclame des moyens, ça fait partie des choses qui sont des vraies demandes du CESE. Il y a des gros besoins pour ça, et donc il faut débloquer les financements. Quand elle vous dit sur un département, vous avez 12 personnes qui profitent d'un programme de prévention, enfin 12 classes qui ont profité d'un programme de prévention intégré, enfin je veux dire, c'est juste aberrant. Tout le monde devrait avoir et suivre dans l'école de la République, devrait avoir accès à ce genre de programme. Personne ne devrait sortir sans avoir eu l'ensemble des informations pertinentes, des informations qui apportent des résultats qui soient posés. Il y a une question à laquelle j'ai oublié de répondre, et sinon je me ferai taper sur les doigts par mes collègues, c'est est-ce que les avis du CESE sont suivis? Alors, on produit des avis sur énormément de sujets. Il y a quand même énormément de nos préconisations qui sont suivies sur beaucoup de sujets. Sur la question du cannabis, le gouvernement actuel évidemment
vu la réponse du secrétariat général du gouvernement nous a faite, on se doute bien que l'avis ne sera pas suivi. Maintenant, les choses vont évoluer, et nous, la volonté qu'on avait en tant que CESE de poser ce modèle souhaitable, donc là, j'ai pas eu le temps de le développer, mais vous avez quand même, j'ai dû en ramener 20-25 des avis complets, il est téléchargeable sur Internet très facilement, vous avez les fiches de synthèse, mais ce modèle souhaitable de ce qu'on voit comme vision, comment est-ce qu'on construit la filière, comment est-ce qu'on limite la taille ou le volume des exploitations, comment on est en bio, comment on assure la traçabilité, jusqu'à la fin, jusqu'au produit qui affiche l'ensemble des taux, THC, l'ensemble des cannabinoïdes, donc THC, CBD, CBG, CBN, etc., enfin les principaux cannabinoïdes qui vont en fait faire ce que va donner l'effet, et ensuite aussi les terpènes. Donc les terpènes, c'est les profils aromatiques. Et donc il y a plus de 100 terpènes qui ont été identifiés dans le cannabis, c'est-à-dire bien plus que dans le raisin par exemple. C'est-à-dire qu'en termes de profil aromatique, moi pour fréquenter plein de gens qui consomment, j'ai jamais entendu quelqu'un dire « Ouais, cette herbe-là elle est géniale, elle défonce ». Non, tout le monde dit, goût de celle-là, elle est trop bonne, elle a tel goût, sans là, enfin les gens se la font sentir, se la font machin. C'est, voilà, à l'instar de l'œnologie, il faudrait développer la chambrologie. C'est véritablement là-dessus. Et ça, c'est un travail sur la réduction des risques. Et quand on parlait de l'augmentation du taux de THC, c'est pareil, le CESE a fait le choix de ne pas proposer une limitation du taux de THC, qui est la réponse aussi trop facile. C'est, comparé à l'alcool, vous voyez, vous n'allez pas consommer de la même manière du whisky ou du cidre. Si on vous sert un verre de cidre, on va vous remplir un verre de 25 ou 30 centilitres, vous allez boire un verre de 25-30 centilitres, on vous sert de whisky, ben déjà, ça ne viendrait même pas à l'idée de quelqu'un de vous remplir un verre de 25 à 30 centilitres de whisky. Et pourtant, vous consommez du cannabis, vous ne savez pas ce que vous avez, vous ne connaissez pas le taux de THC, et donc vous ne savez pas ce que vous consommez, si vous êtes en train de consommer du whisky ou du cidre. Et ça, c'est un réel problème qui est posé. Donc ce qu'il faut, c'est l'information. Et par contre, orienter l'information au sein de ces points de vente, sur la composition, c'est-à-dire sur l'ensemble de la filière, et développer des terroirs. On pose aussi le fait qu'il puisse être développé des AOP, parce que bien évidemment, en fonction des terroirs, vous n'allez pas avoir le même produit à la sortie, même avec la même graine. Et vu le nombre de variétés, les milliers de variétés qui existent déjà, vous avez une diversité de possibilités qui sont ce sur quoi il faut travailler. C'est-à-dire que les usagers, s'ils sont informés sur ces questions-là, ils ne vont pas chercher la puissance. Ils vont chercher le goût, l'odeur, etc., etc. Et ça, c'est véritablement aussi un message de prévention, de réduction des risques, au-delà du fait de développer une filière en France qui soit justement à travailler l'excellence et la qualité, au lieu de travailler la puissance, comme ça peut être fait dans certains pays. On parlait de l'exemple du Colorado, c'est pareil, là-bas ça se concentre aussi beaucoup sur le taux de THC. Ils vont vendre les herbes les plus puissantes. Et c'est l'argument de vente. Voilà, et ça c'est une erreur. Pour répondre à votre question, je me disais que nos politiques ont un mécanisme de déni, comme les addicts en fait. C'est un mécanisme de défense. On ne veut pas voir, donc on prend des produits pour ne pas voir. Et donc ils sont pour un bon nombre, ils ont des mécanismes de déni parce que ça dérange quelque part une construction de leur vision du monde. Et voilà, donc il va falloir passer un petit peu en force quand même, parce que et on sort du déni souvent par la crise. Alors, on a encore un bouquet de questions. Il y a trois questions. Voilà, du coup. Voilà. Je complète très vite là-dessus pour donner l'exemple de Caroline Janvier, qui a été la rapporteure de la mission d'information de l'Assemblée nationale sur le sujet. Et en tant qu'élue pour porter ce sujet-là, en fait, elle, ce qu'on lui a dit, mais pourquoi tu vas sur le cannabis ? Sur le cannabis, tu peux perdre une élection, mais par contre, tu ne pourras jamais la gagner. Voilà ce qui fait aussi que les politiques n'osera jamais, dans un discours public, tenir cette position, qui est pourtant une position de raison et unanimement partagée. Bon, moi j'ai perdu. Alors, non, c'est vrai que tu m'avais dit tout à l'heure qu'on commence à des débats citoyens sur le cannabis, ça va peut durer jusqu'à minuit, 1h du matin, tout ça. Je veux dire, c'est vrai que les gens ne quittent pas la salle. Et donc on a encore un peu de questions. J'ai vu 1, 2, 3 doigts. Donc 4 doigts, 5, 6 ans. L'idée, on peut peut-être poser des questions autour du buffet ou parce que ça va refroidir. Ça va chaud, hein. Je voulais poser une augmentation de la consommation dans les pays qui ont légalisé. Alors, ça a été répondu, hein, tout à l'heure. Ça a été répondu. Il faudra que tu regardes le film. Voilà.
une femme et deux femmes et qui vraiment insistent. On va leur passer les micros. On va passer les micros. Je ne vais pas faire ma réac du tout. Mais en termes de santé publique, il y a des études donc faites sur l'alcool qui est légalisé aujourd'hui, et on sait combien ça coûte. Les gens en addiction, vos confrères gastro-entérologues se sont exprimés largement là-dessus. Et je voulais savoir si sur le cannabis, il y avait vraiment une étude précise qui existait sur les dégâts liés au cannabis. Parce qu'on a tous autour de nous l'exemple d'un jeune qui a fumé, alors je ne sais pas à quel âge, on va dire 14-15 ans, et qui aujourd'hui, même si cela est très rare, présente des séquelles irréversibles, quoi, ce que vous disiez. Et moi, c'est ce que je voulais savoir, combien ça coûte aujourd'hui à la médecine, les gens qui ont des problèmes psychiatriques ou irréversibles à cause du cannabis, quoi. Parce qu'il y en a quand même. Alors, il y en a, mais on sait maintenant, et le professeur Amine Benyamin, Laurent Carilla, tout ça, tous les grands du monde de la dictologie et de la santé mentale, vous diront que si ça décompense après avoir pris du cannabis, c'est qu'il y avait une vulnérabilité auparavant. On ne devient pas psychotique parce qu'on a fumé du cannabis. Mais par contre, le cannabis peut révéler des troubles psychotiques. Donc, quand je vous parle d'usage de cannabis, ça peut être un jeune qui fume plus de 7 joints par jour. Alors, vraiment une consommation... un jeune qui fume plus de 7 joints par jour et qui ne devient pas délirant ou avec des troubles du comportement de type psychotique, c'est quelqu'un qui va être asthénique et qui ne va pas prendre en main... ça diminue totalement les motivations. Alors, si on prend régulièrement du cannabis, c'est qu'il y a un problème derrière. C'est pratiquement toujours ça. Et quand on va soigner et accompagner, en fait, on va accueillir, bien sûr, cette personne où elle en est, etc. Mais l'objectif est de comprendre quelle est la cause qui amène à consommer autant de cannabis. J'entends bien, mais moi, ce que je vous demandais, c'est est-ce qu'on connaît le coût Alors, on n'a pas... en tout cas, le coût... Et je recherchais si j'avais ça dans mes tablettes, mais le coût est très minime par rapport au coût de l'alcool. L'alcool, c'est 49 000 morts par an, ce qui est énorme. Avec le tabac, 70 000, vous voyez, on a 120 000 morts rien que pour ces deux produits-là. Le cannabis, je crois que c'est très minime par rapport au coût provoqué par l'alcool. Parce que l'alcool et le tabac, surtout l'alcool, va engendrer des coûts indirects, notamment et qu'on calcule mal, notamment toutes les conséquences sur la famille. Parce que si vous avez un problème d'alcool dans une famille, vous en avez 5 qui en pâtissent. Donc ça fait 5 qui ont des difficultés scolaires, difficultés familiales, difficultés de pression, etc. Avec le cannabis, plus le professionnel, les questions du travail, donc ça c'est un coût assez exorbitant au niveau de l'alcool. Le cannabis ne va pas provoquer ça. Par contre, on sait que le cannabis est dans les préconisations, parce que je ne sais pas, j'ai pas lu le livre du CESE, mais à Addiction France, pas de cannabis sur le lieu de travail, parce qu'effectivement, ça va engendrer un peu de somnolence, et comme l'alcool, de toute façon. Et donc, consommation de cannabis dans des lieux privés, en dehors des lieux professionnels, en dehors des bars, des restaurants, etc. Tout comme le tabac, en fait. Mais sur le coût de la santé, ce n'est pas un coût
très important, comme pour les autres drogues, comme pour l'alcool et le tabac. On va prendre une dernière question parce que sinon... non, c'est la dernière question après on rend. Ouais, ok. En fait, moi, c'est avec tous les arguments là sur ce tabou, vous allez monter un super dossier, j'imagine. Enfin, vous avez déjà travaillé beaucoup. Est-ce que si vous avez un refus, ce qui est attendu du gouvernement, est-ce que vous, le CESE ou l'association d'addicts, vous envisageriez pas de poursuivre ce gouvernement pour non-assistance à personne, à enfant en danger? Pourquoi ça n'a jamais été? Enfin, je sais pas, parce que je pense que... Enfin, moi, avec ce que j'ai entendu ce soir, on en est quasiment là, non? Puis après, alors là, je fais une deuxième toute petite question, parce que c'est le cannabis thérapeutique. En fait, moi, je ne sais pas, le cannabis thérapeutique, est-ce qu'il est légalisé en France? Est-ce que le fait que le cannabis ne soit pas légalisé bloque le cannabis thérapeutique ou pas? Alors, le cannabis... Oui, sur le cannabis médical, je peux répondre très vite. Il y a une expérimentation qui est menée par la NSM. Alors l'expérimentation, ce qu'on a nous constaté, c'est qu'il y a énormément de difficultés pour y rentrer, être intégré dans le programme. Ensuite, il y a énormément de limitations qui sont mises derrière, parce que l'expérimentation visait aussi... Enfin, l'objectif de l'expérimentation, c'était pas un objectif médical, c'était un objectif qui était un objectif de voir s'il était possible de construire une filière en France. Et en fait, les limitations réglementaires qui ont été imposées sont telles qu'ils vont rester sur de l'importation, parce qu'en fait, ils empêchent, en mettant des trucs surconfinés, machin et compagnie, des investissements qui sont colossaux, aucune rentabilité derrière, etc., etc. Donc en fait, il y a une volonté politique d'empêcher de le faire en autorisant d'expérimentation, mais voilà, parce qu'ils ne veulent pas faire autrement et pour faire rentrer certaines personnes dedans. Donc ça, c'est un peu compliqué sur le cannabis médical. Et c'était quoi la deuxième question? Ah oui, alors ça, c'est la question juridique de ce qu'on appelle l'intérêt à agir. Nous, CESE, Assemblée de la République, nous n'avons pas intérêt à agir pour porter ce genre de choses, ça ne peut pas être notre mission. Après, je ne sais pas sur l'intérêt à agir juridiquement des associations, ou il faut que ce soit les personnes directement, mais là, c'est du pur juridique. Et là, voilà. Oui, il faut que des associations, un collectif d'associations pourrait peut-être, jusqu'à présent, on n'a pas vu les choses comme ça. On ne rebondit pas sur les questions. Il y a une autre question d'un jeune. Un jeune homme. Merci beaucoup. Il marche pas? Oui, c'est vraiment très direct, il faut vraiment être dedans. Là, c'est bon? Oui, du coup, j'avais une question qui est vraiment brève et qui est surtout adressée à vous, monsieur Bex. C'est pour savoir si prochainement il y a des séances qui vont être faites concernant tout ce qui peut toucher au cannabis, ou c'est encore vraiment tabou dans l'Assemblée nationale et le Sénat. Des séances, c'est-à-dire? Des séances... Oui, alors, en tant que président du groupe d'études, on fait des réunions, on fait des auditions, on se réunit justement pour travailler sur ce sujet-là, mais moi j'en étais arrivé, enfin, vu tout le travail qui est fait depuis des années, quoi. Je veux dire, on a l'impression qu'on crie dans le désert et que c'est une évidence qu'il faut aller vers la légalisation avec toutes les préventions, toutes les conditions qui ont été énoncées ce soir. Et que là, je me dis, il faut qu'on sorte, comme je disais tout à l'heure, il faut qu'on sorte des murs de l'Assemblée, le mur des institutions, aller au plus près des gens pour en discuter. Et je veux dire, pour éveiller les gens sur ce sujet-là qui est transversal. Donc, il y a des propositions de loi qui sont déjà passées à l'Assemblée. Éric Coquerel en avait porté une lors de la niche parlementaire de la France Insoumise en 2022. Elle n'est pas passée. Mais bon, voilà, parce qu'il y a des oppositions de principe, comme tu l'as dit tout à l'heure, la députée Janvier, si on défend une proposition de loi sur le cannabis, un député ou un sénateur a peu de chances d'être élu par la suite, parce que c'est tellement tabou et connoté. Et donc il faut faire tomber tous ces murs et aller vers une société plus libérée. Et donc j'espère que cette réunion, ce premier débat citoyen va permettre faut prendre son bâton de pèlerin et aller auprès des gens, aller partout, aller dans toutes les villes de France, les villages et les bourgs, et porter la bonne parole. Et voilà. Un tout petit complément là-dessus. Avant ce groupe d'études,
il y a il y a 3 rapports qui ont été produits par l'Assemblée nationale sur le sujet. Il y a un travail extrêmement important qui a été mené, un sur le cannabis, ce qu'on appelle nous le cannabis dit récréatif, même si le cannabis récréatif, le cannabis bien-être, c'est-à-dire les cannabinoïdes comme le CBD et ce qu'on peut voir, et le cannabis médical. Donc il faut savoir que le président le rapporteur général, pardon, était Robin Reda, député des Républicains, Caroline Jambier sur le cannabis récréatif, député LREM, donc clairement pas des gens de gauche, etc., hein. Je veux dire, un rapport porté et vu le travail hallucinant qui a été fait, avec une enquête et un sondage qui a été fait, qui réunit 250 000 personnes qui se sont prononcées sur le sujet. Enfin, il y a un boulot énorme qui a été fait à l'Assemblée nationale et qui a été posé avec sortie légalisation. Voilà ce qui est posé très clairement. Là, il y a une volonté qui est clairement une volonté gouvernementale. Parce que là, réellement, moi je pense que l'Assemblée nationale est prête. Je le pense. Excusez-moi. Ah oui, tu poses la question. Ouais, par contre, de l'exposé que vous faites, l'accompagnement des politiques publiques est quand même très important pour pas se retrouver comme au Colorado. Or, là, le gouvernement tel qu'il est à l'heure actuelle, c'est pas vraiment la santé, le bien-être des citoyens, c'est pas vraiment son leitmotiv, quoi. Est-ce que vous n'auriez pas peur que justement en votant une légalisation du cannabis maintenant, ça finisse chez son meilleur ami de chez Sanofi, qui inonde le marché et qu'on finisse comme aux États-Unis avec tous les médicaments, opioïdes, etc. Disons que le projet qu'on porte, c'est justement travailler sur une filière encadrée, régulée, locale, et éviter la dérive états-unienne où on fait des grands encarts publicitaires, où c'est devenu, enfin voilà, on tombe dans le business, dans le néolibéralisme. Au contraire, l'idée de sortir sur une voie de légalisation, c'est d'encadrer de la production, la distribution, et la commercialisation, surtout pas, mais un peu comme ce qui se passe sur l'alcool, quoi, je veux dire. Ah, mais alors, le gouvernement actuel, là, c'est clair, pour l'instant, la voie, elle est complètement bouchée. Donc, on est dans le brouillard, et avec un ministre de l'Intérieur comme Gérald Darmanin. Mais moi, naïvement, je pensais franchement qu'Emmanuel Macron, en 2016, allait vers cette voie-là, et bon, ça n'a pas été le cas. Et donc, voilà, du coup, je vous réinvite tous et toutes occupés. Merci pour votre aide. Et merci aux intervenants d'avoir animé. Merci à vous parce que je trouve ça particulièrement intéressant d'avoir organisé ce débat et vraiment que tous les citoyens puissent en débattre. C'est une idée à voir. Hein. Est-ce que le cannabis est mellifère? C'est pour savoir où je pose mes ruches. Mais alors, oui, mais le problème c'est que c'est les plants mâles et c'est les plants femelles qui sont consommés. Donc il suffit d'un plant mâle pour polliniser et avoir des graines partout. Donc ceux qui vont faire du cannabis à usage récréatif, ils vont avoir de plants mâles à côté.